Bonsoir à tous. Dans le cadre des communications et publications, Joël actuellement coordonne le livre qui devrait être disponible pour février à la prochaine conférence sur le premier cycle, où donc vous retrouverez les textes des différents conférenciers. Et elle a fait un long travail. Et la même chose, cette année, il y aura aussi un livre qui sortira de ce second cycle de conférences. Je ne vous ai pas souhaité une bonne année, mais c'est le minimum que je puisse faire à vous tous ici présents et à ceux qui nous écoutent au niveau de leur ordinateur. Tous ces rendez-vous, vous le savez, ne peuvent pas exister sans des aides précieuses. D'abord, la Fondation Paris Diderot, qui n'est pas aujourd'hui représentée, ils n'ont pas pu se libérer, et Vif Healthcare, qui est le laboratoire qui soutient la Fondation Paris Diderot. Elles sont présentes, et sans ces aides, eh bien évidemment, nous ne pourrons pas avoir toute la technologie qui tourne autour de ces conférences et la diffusion que nous pouvons en faire. Les rendez-vous de publication, eh bien, à côté de moi, j'ai Joëlle Mignot, qui est directrice de la revue humaine, de sexualité humaine et santé sexuelle, qui a publié notamment il y a quelques jours son dernier opuscule sur la fabrique des perversions, intéressant actuellement quand on discourt sur dans la vie publique entre jusqu'où peut aller la relation à l'autre et qu'est-ce qu'on appelle le consentement et qu'est-ce qu'on appelle l'agression dans des actes qui peuvent être, là on voit, plutôt de type sadien ou sadomasochiste. Je vais présenter Joëlle Mignot qui présentera notre conférencier Philippe Breneau, qui est mon collègue et directeur du diplôme universitaire à Paris 5, Paris Descartes. Voilà. Joëlle Mignot, vous la connaissez, mais je vous le redis, donc elle est psychologue, sexologue, clinicienne. Elle est membre du comité exécutif de la chaire UNESCO, mais pas seulement. Elle est aussi directrice du pôle santé sexuelle, sexologie et droits humains, et notamment, elle est directrice des enseignements que nous avons dans ce pôle. Et sans elle, ce serait bien difficile de faire tout ce que l'on fait si on n'était pas plusieurs, et non pas des petites mains, des têtes pensantes de collaboration et de partenariat. Donc je te remercie, Joëlle, officiellement de tout cet accompagnement que l'on peut avoir dans le cadre du pôle et de la chaire. Je te laisse la parole, donc. Moi, je vais être cette fois-ci une petite main pratique, c'est-à-dire que je vais passer les diaporamas pendant que tu parles quelques mots, et c'est à toi. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord introduire cette conférence avant de vous présenter Philippe. Le désir est au cœur de la sexualité humaine. Il traverse, telle la flèche d'Eros, nos vies, et il prend une forme toute particulière quand on lui adjoint l'adjectif sexuel. Alors nous le voyons dans nos consultations, pour ceux qui sont ici sexologues ou professionnels de santé. Il est à la fois parfois absent, parfois fantasmé, parfois espéré, parfois aveuglant. Il vient du latin desiderare, chercher l'astre, chercher l'étoile, et cesser de voir l'astre, regretter son absence. Mais Philippe nous en parlera tout à l'heure. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est de montrer comment, à partir de la singularité du désir sexuel, profondément humain, nous pouvons trouver des leviers pour mieux comprendre, mais aussi mieux accompagner les individus et peut-être aussi la société dans la santé sexuelle. Et avant de présenter Philippe, je voudrais juste citer une petite phrase de Tahar Ben-Jelloul, juste pour méditer une seconde. Le désir de l'amour engendre l'amour. Philippe Breneau, alors c'est d'abord un ami, depuis très longtemps, depuis des années, c'est un psychiatre, anthropologue, sexologue.
Il dirige l'enseignement de sexologie donc de Paris 5. On travaille depuis très très longtemps ensemble. Donc je suis absolument ravie ce soir qu'il ait accepté de faire cette conférence et surtout sur ce sujet. Je suis sûre que nous allons nous régaler. Donc je vais maintenant lui passer la parole. Alors merci Joël, merci Thierry. Je vais d'abord vous souhaiter que ce soit tous ceux qui regardent, qui écoutent, qui sont présents, qui sont plus loin, et à vous deux là qui êtes à la tribune. C'est nouveau cette année, j'ai fait des vœux à tous les gens que je rencontre, alors c'est vous aujourd'hui. Moi je vous souhaite que l'année soit belle, tout le monde vous le dit, qu'elle soit douce et qu'elle soit amoureuse. Je m'étais rendu compte qu'on ne disait jamais ça. Et je trouve intéressant l'idée de souhaiter que l'année soit amoureuse. Et depuis une dizaine de jours que j'ai dit ça, souvent ça amène une réflexion. Je vois des sourires. Il y en a qui ça évoque quelque chose. Je vois des réticences. J'ai vu même aujourd'hui 2 fois des « oh non ». C'est compliqué d'évoquer une année amoureuse. Alors ça se dit entre amis, on va vous dire, on vous envoie des émoticônes, des petits loves, des cœurs. Bon, c'est presque si c'était rien. Par contre, vous souhaitez une année amoureuse, c'est quoi? Vous souhaitez quoi? Que l'amour vienne à vous, que vous développiez l'amour. Alors on va essayer de définir ces termes, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas évident. Et lorsque j'ai commencé à souhaiter cette année amoureuse un certain nombre de gens il y a 10 jours, je ne m'attendais pas à ces réactions très différentes, dont des gens qui étaient perplexes. Vous n'allez pas me parler d'amour alors que il y a longtemps que je le cherche, ce n'est plus là. L'amour, j'y reviendrai 2, 3 fois, j'y reviendrai plusieurs fois, l'amour, c'est la grande affaire des humains. C'est même peut-être la seule affaire des humains. Tiens, avant de débuter sur ce qu'on va essayer de dire, ça me rappelle donc quelque chose qui m'a transformé. C'est le travail que j'ai fait en faisant cette bande dessinée qui s'appelle Sex Story. Je sais écrire des livres, hein, j'en ai écrit quelques-uns, et ça se déroule souvent en 2-3 mois, ça vient, ok. Là, j'ai travaillé pendant 1 an, tous les jours, avec une dessinatrice. Et pour réfléchir à ce qui était humain, ce que je fais depuis longtemps en tant qu'anthropologue, ce qui est humain dans la sexualité humaine, dans l'aventure des humains. Et dans cette première partie, il y a 1 million d'années, de l'émergence des premières formes qui vont devenir les humains, j'ai réfléchi à un certain nombre de choses, mais il y a quelque chose qui est spécifique, c'est l'amour. Autant il y a une sexualité, il y a un érotisme chez les primates, il y a des choses extraordinaires que nous ne savons même pas faire. Vous balancez au bout de lianes en faisant l'amour comme un orang-outan dans les forêts de Java, ça je ne sais pas faire. Par contre, l'amour, il y a des liens, alors on va y venir, il y a des liens qui se nouent entre individus. Il y a de la conjugalité, par exemple chez les oiseaux, mais vous savez qu'ils forment couple, ils sont monogames à 80%, mais ils font des couples saisonniers. C'est-à-dire que l'année suivante, dans un autre rassemblement nuptial, ils rencontrent un autre partenaire avec qui ils font couple, ils font une portée, parce qu'en général c'est fait pour ça, le couple, entre autres. Mais des liens, par contre, au-delà du temps, on a montré ça chez certains oiseaux aussi, par exemple de la fidélité après la mort. Oui, ça existe. Dans notre lignée mammifère, le lien d'amour, je ne connais pas. Sauf un prémisse que l'on voit chez bonobo, parce que bonobo c'est Pampaniscus, c'est un chimpanzé nain, parce qu'on l'a beaucoup étudié uniquement parce qu'il n'est pas dangereux à l'âge adulte. Dès qu'un chimpanzé, moi j'ai beaucoup travaillé avec chimpanzés gorilles-orans, à 4, 5, 6 ans, c'est dangereux. C'est pas très facile de travailler avec eux ou de vivre avec eux. Et on a remarqué ce qu'on a appelé des honeymoons. C'est-à-dire que quelquefois, 2 individus entre eux vont s'isoler pour aller faire quelque chose dans la nature et puis ils reviennent pendant quelques heures après. C'est peut-être un prémisse de ce qu'on appelle l'amour. Par contre, c'est la grande affaire des humains. On va essayer de la définir. Parce que, quelle que soit la civilisation, c'est quand même ce qui pose des questions, qui lie les gens entre eux, qui va poser des difficultés, vous le savez bien. Donc c'est vraiment
à mon avis, au centre de l'histoire de l'humanité. Peut-être d'ailleurs que c'est ça l'humanité. Hein, c'est peut-être l'amour. J'avance avec des diapositives. C'est toi qui règles. Ah, Thierry. D'accord. Alors effectivement, on a préparé cette réflexion avec Joël sur un certain nombre de points. Tiens, le premier point, c'est que l'amour, moi je le dis souvent, n'est pas un objet de la médecine, ni de la psychologie. Vous faites toute votre médecine, toute votre psychologie, on ne vous parle pas d'amour. C'est un objet de la philosophie, et même pas de toute la philosophie. Ça s'est vu dans la philosophie d'Antiquité, ça s'est vu plus récemment, mais c'est surtout l'objet de la littérature. Tous les écrivains vont parler des relations humaines, de la façon dont les sentiments vont les lier. Comment regardez Stendhal. Stendhal, c'est fabuleux. Alors vous connaissez l'histoire de la cristallisation dans son essai qui s'appelle De l'amour, qui n'est pas bien écrit. C'est un peu rudimentaire. Au départ, il fait une espèce comme une conférence, et puis il l'arrange, et c'est mal construit. Il sait écrire des romans, il ne sait pas faire un essai, mais il voulait absolument savoir ce qu'était l'amour. Alors il dit ça ressemble à la cristallisation que je vois dans ces mines lorsque le sel va se mettre en cristaux autour de branches. Bon, ça c'est Stendhal, mais il faut vous dire que c'est un théoricien qui n'a pas réussi, puisque toute sa vie il a été malheureux en amour. Il a été à la recherche de l'amour. Donc c'est un objet... attends, je reste un tout petit peu sur la précédente. Je fais gaffe au temps. C'est toi, ça va? D'accord. C'est l'objet de la littérature. Et si vous voulez savoir ce qu'est l'amour, on va essayer de l'aborder, mais lisez des romans. Lisez des romans. J'entendais Paul Auster ce matin, mais il parlait que d'amour. C'est l'objet de la littérature. La grande affaire des humains. Oui, Thierry, la deuxième, puisque tu es technicien. La 2, numéro 2, voilà. Alors il y a ce premier point qu'on pourrait réfléchir, c'est le lien entre désir et amour. Alors là, c'est la philosophie qui nous donne quelques réponses. Si on regarde ce qui s'appelle les écoles anciennes de la philosophie, la tradition philosophique va nous proposer essentiellement 2 réponses. La première, c'est la moins éclairante, mais elle est importante, vous la connaissez, elle est historique. C'est ce que dit Platon des propos de Socrate dans le banquet. Je dis relisez le banquet, puis il y a plein de gens qui me disent mais on ne l'a pas lu. Relisez, ça fait 30 pages, c'est symbolique et c'est très important. Qu'est-ce qu'il raconte dans le banquet? Des philosophes viennent de l'ensemble de la Grèce, ils viennent les uns après les autres pour être à un banquet. Ils vont chacun donner leur définition de l'amour. Il y a celle d'Aristophane, vous savez, qui raconte comment les humains, au début de l'humanité, étaient des êtres à 8 membres, 4 bras et 4 jambes, 2 têtes. Et puis, dans un espèce de mouvement qui les a amenés à se vouloir l'égal des dieux, ou un truc comme ça, ils ont irrité Zeus, qui, dans sa magnificence, je ne sais pas comment on dit, les a coupés en 2. C'est Héphaïstos qui les a coupés en 2. Ah, c'est Héphaïstos, c'est pas... C'est le dieu du feu. Quelle erreur, t'as raison. Héphaïstos, donc, les coupe en 2, mais l'histoire est la même. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, comme nous le sommes, avec 2 bras, 2 jambes, une seule tête, mais avec une grande coupure, là, sur le côté. Une coupure qui fait que je ressens ce manque, et que je ressens ce manque de cette autre moitié qui me manque. C'est de là que vient l'expression « ma moitié » dans le mariage. C'est aussi l'idée, alors on l'a opposé à d'autres civilisations, mais je ne suis pas assez spécialiste de cela pour vous le dire, c'est ce qui l'a opposé à la conception dans d'autres civilisations, en disant que dans la civilisation judéo-chrétienne et dans l'Égypte ancienne, en tout cas, dans la Grèce ancienne, l'amour est manque. Et on en vient à ce moment-là au discours de Socrate. Socrate qui arrive, je crois, le dernier de ce banquet. Et Socrate dit ces termes-là, exactement. Il dit « l'amour est désir ». Ça, c'est très important et intéressant. L'amour est désir, et le désir est manque. Il revient à Aristophane.
Mais peut-être on pourrait s'arrêter sur ces termes. L'amour et désir, c'est déjà formidable parce qu'il le pose comme une sorte de postulat. C'est comme ça. L'amour et désir. Bon, on le discutera dans un instant, et le désir et manque. Et à ce moment-là, voilà les objets du désir et de l'amour. Ils sont posés. Socrate dit c'est comme ça. Mais alors, je vous fais un petit raisonnement que j'ai écrit pour qu'il soit rapide et que vous le suiviez. Mais si le désir est manque, nous n'avons le choix qu'entre deux positions amoureuses. Soit nous aimons celui ou celle que nous n'avons pas. Tiens, j'étais cet après-midi, j'ai été en entretien jusqu'à venir vous voir, avec quelqu'un dans un couple, je ne comprends pas pourquoi il y a cette distance entre eux, et petit à petit, lui demandant simplement si elle avait des fantasmes, elle dit non, des fantasmes, et puis si, et puis c'est quoi? C'est les fantasmes de l'amour avec un proche, ah bon? Et puis elle raconte qu'elle est amoureuse, mais qu'elle n'en a jamais dit à personne, ni à son conjoint, ni aux autres, mais en fait elle est exactement dans... Elle aime celui qu'elle n'a pas, dont elle ne parlera pas, à qui elle ne parlera pas. Et donc je reprends le terme, soit nous aimons celui ou celle que nous n'avons pas, et nous souffrons de ce manque. Et ça va s'appeler un chagrin d'amour. Soit nous avons celui ou celle qui ne nous manque plus, puisque nous vivons avec lui, puisque nous l'avons, que nous n'aimons donc plus, si le désir est manque, que nous n'aimons non plus, que nous ne désirons plus, puisque l'amour est manque, c'est ce qu'on appelle un couple. On va y venir tout à l'heure, mais c'est vrai que la question du désir, bon, je reprends les termes, par exemple, des féminins, des magazines féminins qui vont nous parler de l'épuisement du désir, l'épuisement du désir dans le couple et du... Je ne sais plus quel est le terme par rapport au couple. Oui, mais le fait que ça serait inéluctable, ce qui n'est pas vrai. Eh bien, c'est très vrai que on se rend compte que le désir peut se modifier au fil du temps. On y viendra peut-être par familiarité, parce que l'autre devient trop familier pour qu'on puisse avoir du désir. Mais à cette dernière proposition, on peut la réfuter, c'est qu'il y a des couples heureux. Et on en rencontre. Et il y en a ici. D'ailleurs, je ne vois que des couples heureux. Alors Philippe, tu nous parles là de cette première question. Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que l'amour? Alors tu nous as parlé de Socrate, de Platon, on pourrait parler de Freud, de Spinoza, enfin si on décline un peu effectivement toutes les différents visages de l'amour sur le plan philosophique. Il y a un philosophe dont tu ne nous as pas parlé, et un philosophe qui a dit « L'amour, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. » Rappelle-moi qui c'est. À partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. Et ce philosophe, c'est Pierre Desproges. Alors, ce que j'aimerais, Philippe, maintenant, c'est que tu abordes peut-être un peu les distinguos qu'on peut faire entre désir, envie, besoin, parce que ce sont les mots aussi que nos patients utilisent. J'ai plus envie, il a besoin, il a tout le temps besoin, j'ai pas besoin, il a pas envie, j'ai plus envie. Enfin bon, vous connaissez ça. Hein? Donc voilà, je pense que c'est important aussi que l'on refixe un petit peu le désir par rapport à ces deux autres notions. Alors on revient par rapport à désir-besoin avec un dernier mot par rapport à cette conception philosophique qui n'est pas purement, mais je crois important, tu as cité Spinoza, il faut juste citer cette façon d'être qui est vraiment intéressante, qui est en fait celle d'Aristote. Aristote dit l'amour, c'est aussi jouir. Mais ce que va dire Spinoza, c'est qu'en définitive, je suis heureux et je t'aime veut dire que je suis heureux que tu te réalises, que tu jouisses, même si ce n'est pas avec moi. C'est-à-dire si je t'aime pour ta réalisation et je t'accompagnerai même là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est un petit peu plus difficile souvent à réaliser. Alors on va passer à la diapositive suivante parce que j'ai quelques supports d'idées. Désir, besoin, moi je les ai appelés deux faux jumeaux. Alors c'est effectivement ce dont on entend parler, nous, sexologues tous les jours, avec cette phrase, par exemple, « j'ai moins de besoin que lui ». Que disent, allez, la moitié des femmes que je suis amené à voir le disent tout le temps.
Et je vais leur dire très souvent, mais ça n'a rien à voir. J'ai moins de besoin que lui. Et elle a utilisé le terme besoin. Très souvent, il y a un parallèle entre les éliminations, les excrétions masculines, que ce soit le sperme, l'urine, comme si la sexualité et avec l'éjaculation était un besoin. C'est souvent dit sur ce plan-là. Je crois qu'il vaut mieux revenir sur le terme de désir, qui pour moi n'a pas le même sens pour les hommes et pour les femmes. Ou du moins, je n'entends pas la même chose. Ça fait très longtemps que je cherche à trouver un autre terme. Je pense que les femmes savent ce qu'elles désirent, mais que les hommes en ont très peu conscience ou très peu conscience de ce qu'elles désirent pour une femme. Le désir va être construit, peut-être le développer un peu après, mais le désir va se construire chez une femme. Elle va apprendre, enfin attention, je parle sous ton œil, hein, je ne suis pas une femme, j'entends des femmes depuis très longtemps parler, et ce que j'en comprends, c'est que ce désir, il se construit, il se rencontre, il se fabrique beaucoup plus que ne se construit le désir masculin, qui est très proche d'une pulsion, et je dirais même que beaucoup d'hommes bandent avant de désirer. À partir de là, beaucoup de malentendus vont venir. Et très souvent, ça va donner l'idée de « j'ai moins de besoin que lui ». Et il m'est arrivé de développer cette idée qui était « il n'y a pas de besoin sexuel ». Ça, c'est quelque chose que je vais très souvent souligner auprès des femmes qui me disent « mais il a beaucoup de besoins ». Il n'y a pas de besoin sexuel. Et de rappeler un fait qui est extrêmement simple. Si un homme ne fait pas l'amour, et donc dans l'idée, il y a aussi cette espèce d'hygiène de l'éjaculation, mais si un homme ne fait pas l'amour d'un jour, d'un mois, d'une année, de toute sa vie, il n'y a aucune maladie. Il n'y a rien qui se passe. Alors là, très souvent, c'est une stupeur. Mais il n'y a rien qui se passe. Et dans les grandes interruptions, par exemple sur beaucoup de gens, du fait d'un veuvage, du fait d'histoires personnelles, vont avoir une interruption de plusieurs années, 10 ans, 20 ans. Tout simplement, la machine se remet en marche, les testicules refabriquent du sperme, poussent une espèce de vieux sperme qui est éliminé. Il n'y a, mais c'est réellement, aucun problème biologique. Par contre, il y a une frustration. Et en fait, la clinique masculine, elle est plutôt une clinique de la frustration. C'est-à-dire que je ne supporte pas de ne pas faire l'amour, et moi je le dirais par rapport à un travail que j'ai fait avec l'Observatoire du couple il y a 5 ans maintenant, sur 2500 hommes, il y a toujours pour les hommes une sorte de frustration dans la fréquence de l'accouplement, de la masturbation. On posait aux hommes la question, combien de fois faites-vous l'amour, quelle est votre fréquence sexuelle de couple ? Et quelle est la fréquence espérée? Ou qu'est-ce que vous aimeriez? Et ceux qui le faisaient 4 fois par mois disaient j'aimerais le faire 8. Mais ceux qui le faisaient 12 ou 15 fois voulaient le faire 25. C'est-à-dire il y a quelque chose de la frustration. Et je pense que l'équilibrage dans les couples, c'est sûrement lorsque un homme arrive à comprendre et accepter et à dépasser cette frustration. Et souvent d'ailleurs on va travailler avec lui dans ce sens. De l'autre côté, instinct, besoin, désir, envie, il va y avoir une clinique du désir. C'est vrai que les femmes savent mieux ce dont il s'agit, et celles qui sont en difficulté, souvent, ne savent pas bien ce qu'elles désirent. Et très souvent, notre travail de clinicien, de psychologue, de médecin, va être un travail éducatif. Et très souvent, d'ailleurs, c'est l'information, c'est l'éducation qui va permettre de dépasser et de comprendre dans quelle impasse de désir on était. Est-ce qu'on pourrait dire, Philippe, que le désir, et moi je serais plutôt de ce côté-là, bien sûr, le désir, la notion de désir sexuel implique la relation, implique l'autre, alors que la notion de besoin n'implique pas forcément l'autre, même, je dirais, l'exclut. Donc cette dimension relationnelle, alors j'ai encore une petite phrase, là je me suis amusée, je vous ai fait une surprise parce que je ne vous l'ai pas dit. J'ai trouvé une très jolie phrase, alors c'est pas un philosophe, c'est un auteur, qui dit « L'amour n'est fait que du désir d'avoir ou de la gratitude d'avoir eu ». On est bien dans la question de l'amour là,
dans la question de la possession de l'autre, dans la question de la relation. C'est Georges Courteline qui a dit ça. Donc voilà, je voulais peut-être insister sur cette dimension relationnelle qui, à mon avis, fait partie quand même du désir sexuel, alors que dans la question du besoin, voire de l'envie, dans l'envie, on a un petit peu plus de la relation, parce que dans l'envie, il y a un côté négatif aussi, hein, il n'y a pas que du positif. Mais voilà, je voulais t'interroger. Oui, tu as raison, et moi j'aime bien cette distinction, hein, que le besoin est plutôt, et en tout cas pas du côté de la relation. Le désir, moi je le mets du côté de l'érotisme, d'ailleurs c'est presque une définition. Et qu'est-ce que l'érotisme? Moi j'ai l'habitude souvent... Moi, je dirais que ce que nous faisons en sexologie, et je le dis pour tous les sexologues en formation, par exemple, qui peuvent l'écouter, c'est l'information souvent qui va aider le plus. C'est-à-dire faire comprendre, mais l'information, par exemple, du patient, et simplement en donnant une définition de l'érotisme, moi je donne toujours celle-ci, que je trouve importante, il y en a d'autres. L'érotisme, c'est en définitive savoir susciter et maintenir le désir du partenaire, c'est-à-dire que par mon comportement, par mes actions vers toi, je vais essayer de développer ou de réveiller le désir que tu peux avoir vers moi et d'essayer de maintenir cette tension d'intérêt de l'un pour l'autre. C'est vrai que désir, c'est quelque chose qui se passe dans une relation. Et en général, la relation à deux. Alors, il y a une grande question aussi qui traverse nos consultations, mais qui traverse, je pense, chacun de nous. C'est, peut-on aimer sans désirer, ou peut-on désirer sans aimer? On y vient, on est dans le timing. La diapositive suivante aussi. Je voudrais dire un tout petit mot avant, qui me semble important dans ce que va être le désir, parce qu'en fait, souvent, il est, comme on disait, aimer, c'est désirer, disait Socrate, mais c'est très vrai que qu'est-ce que l'amour? Et on se posera toujours la question, c'est pas résolu. Il y a le problème de l'attachement et du lien à l'autre. Et c'est pour ça que je vous avais mis quelques points là, pour arriver aux deux questions que vient de formuler Joël. Il y a la naissance au lien. Qu'est-ce qui se passe dans le lien entre deux personnes? Alors là, on a des disciplines très différentes qui vont nous aider. Mais c'est vrai que à la naissance, ce qu'on appelle le lien, en éthologie, va se faire entre la mère et son enfant. Je dis la mère sera qui que ce soit qui soit très proche de l'enfant pendant les premières semaines. Ça peut ne pas être la mère, ça devient la mère. Ça va même avec l'idée, mais là j'ai pas le temps de vous le développer, que j'ai mis dans la dernière ligne, qui est l'absence d'instinct maternel. Oui, il n'y a pas vraiment d'instinct maternel, sinon il n'y aurait pas des mères infanticides, des rejets, il y a toute une construction. Mais pourquoi j'évoque cette empreinte? C'est parce que les empreintes amoureuses, et ce qui va se passer dans le lien amoureux et le développement ou l'entretien du désir, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on a montré combien tous les éléments de l'empreinte initiale se réveillaient. Il y a même des gens en éthologie qui disent qu'il y a des éléments du code génétique qui s'ouvrent à ce moment-là et qui fonctionnent de la même façon. C'est très probable, je ne sais pas assez dans ce domaine. Cette empreinte éthologique, vous la connaissez, c'est l'histoire de Konrad Lorenz qui, dans sa ferme en 1935, il le fait chez les oisillons, et on sait que chez les oisillons, la mère est déterminée. La mère, tout simplement, c'est l'objet présent pendant 3/4 d'heure après la naissance. Point. Chez les oisillons, les canetons, ils enlèvent la canne et Konrad Lorenz se met à côté et les œufs éclosent. Les oisillons regardent, ils sont programmés, c'est la mère. Quand Konrad Lorenz reviendra, il y a eu un prix Nobel à la clé, hein. Quand il reviendra, même 2 ans après, il marche dans la ferme, il est suivi, il y a des photos extraordinaires, de l'ensemble des oisillons comme une canne. On a fait la même chose avec un canard en plastique, on le trimballe et ils le suivent. C'est-à-dire il y a quelque chose qui nous prédispose à cet attachement et qui enclenche la chaîne humaine de l'attachement, du lien, de l'amour. Et on le sait,
regardez de quelle façon maintenant on essaie de ne plus mettre en couveuse, par exemple chez les prématurés, une infirmière permanente, on les fait tourner beaucoup, qui n'est pas un attachement, parce qu'ensuite le remis à la mère était impossible, puisque cette personne présente pendant 15 jours ou 3 semaines était devenue la mère. Donc cette empreinte va amorcer la chaîne psychologique. C'est quelque chose d'intense, de génético-biologique, mais qui enclenche totalement la chaîne psychologique à ce moment-là. La mère va sourire. Le sourire du nouveau-né, vous savez, il sourit dans son sommeil. Alors on sait ce que c'est, ce sont des pointes sous-corticales totalement involontaires qui sont pendant le sommeil. Quand on regarde ce bébé sourire, quand il ouvre les yeux, il voit les gens sourire. Je dis, qu'est-ce que c'est que c'est sourire? Et il essaie d'imiter. Mais il ne sait pas qu'ils imitent son propre sourire automatique. Et c'est ce qui amorce la chaîne des interactions permanentes amoureuses. Dans le lien qu'on va avoir, on est dupé aussi dans la relation amoureuse parce que ce lien très fort, qui est baigné d'ocytocine, baigné de pas mal de choses, va enclencher l'attachement. Et ensuite, effectivement, le désir est certainement lié au phénomène d'attachement dans les prémices du moment amoureux. La grande difficulté, on va y venir, c'est comment faire durer ce désir, ce lien. Le lien existe, mais souvent le désir, parce que les humains ne sont pas faits pour vivre ensemble et avoir une relation longue. Et c'est normal que ça s'affaiblisse, que ça s'éteigne. Ensuite, il va y avoir de l'intelligence d'individu ou de couple à maintenir ce lien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devient compliqué. Je vais passer, pour qu'on arrive à ce dont tu parlais, on va laisser ça, passe la suivante. Ben, c'était ça, la naissance à l'amour. Ben, c'est sur le même modèle, ces empreintes affectives vont se refaire. Il y a quelque chose de l'ordre d'une chaîne neuro-biopsychologique, c'est vrai. Mais quand on dit ça, la diapo précédente, c'était pour vous dire qu'il n'y ait pas d'antagonisme entre de la biologie et de la psychologie. Parce que si on sait que, effectivement, il y a des choses traîtres. On est baigné dans un bain, notamment d'ocytocine, qui fait que toutes les impressions négatives sont atténuées. Alors on l'appelait ça l'hormone du lien. Et ça a pu vous arriver. Il y a des gens qui le racontent très bien. La première fois que je l'ai vu, lui ou elle, bon, sympathique sans plus. La deuxième fois, je rencontre une personne extraordinaire. Tout ce qui m'avait gêné avait disparu. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux ou amoureuse. Mais ce n'est que de la psychologie qui va faire. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de lien. Et ce sont nos repères personnels, notre histoire personnelle, la façon dont on va se repérer, et peut-être, je dirais, la conscience qu'on en a, la critique du mécanisme. Et quand on est tombé plusieurs fois amoureux, et vous le savez, souvent, je n'ai pas envie de rééditer les expériences douloureuses, les expériences difficiles. Donc c'est tout notre être conscient, avec le recul qu'on peut avoir par rapport à l'expérience, qui va nous permettre de réellement tomber amoureux, de maintenir le lien, et c'est tout ce qui va faire la difficulté de tous les gens qui viennent nous voir. C'est en cela même, je dirais qu'aujourd'hui, personnellement, je trouve que l'amour est l'une des grandes difficultés de tous nos contemporains, de vous, de moi, c'est-à-dire du lien qu'on va avoir avec l'autre, et notamment l'idée, la notion de couple. C'est peut-être le premier objet d'inquiétude et qui vous pose la question simplement, vais-je mourir seul? C'est-à-dire regarder de quelle façon tout le monde s'interroge sur la pérennité du lien. Or, cette pérennité du lien, elle vient de mécanismes complexes dont on vient de parler et de notre intelligence à pouvoir les maintenir. Mais le problème, c'est que je peux maintenir ma passion pour la musique et jouer tous les jours d'un instrument, parce que la musique, elle ne va pas se barrer comme ça. Mais quand ça se passe à deux, eh bien, ça va donner des choses compliquées. C'est pour ça que ce qu'évoquait Joël, qui est très important, ce qui est au centre de tout ça, c'est le désir. Et le désir, ça se fabrique par rapport à l'autre, dans une relation complexe, avec un éloignement, un rapprochement. Il y a un point, tu as beaucoup insisté sur la dimension affective, et on le voit bien quand on observe des tout petits bébés, comment
le regard du bébé peut aussi appeler le regard de la mère, etc. On sait aussi que les bébés peuvent réparer les mamans. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est la dimension corporelle. Le corps, j'aimerais bien que tu nous en dises 2 mots, parce que c'est vrai qu'il me semble qu'il y a quelque chose aussi du corps dans le désir, enfin c'est même sûr d'ailleurs, lorsque on expérimente le désir, on sait bien qu'on est aussi pris dans notre corps. Et c'est quelque chose aussi qui se construit. La mémoire corporelle est importante. Et tout ce que nous avons pu construire au niveau de notre capacité à ressentir, à utiliser nos sens, etc., est aussi extrêmement important. Winnicott a beaucoup travaillé là-dessus, sur la façon dont les bébés sont portés, par exemple. On le voit chez nos patients, les patients qui n'aiment pas être touchés, qui nous disent « je ne veux pas être touché » ou « je ne veux pas toucher ». Souvent, on repère dans leur histoire des relations avec la mère un peu compliquées, et notamment dans ce qu'on appelle le holding et le handling de Winnicott. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la question du corps, juste avant de passer sur peut-on aimer sans désirer, désirer sans amour? C'est formidablement important, et ça nécessiterait donc les 2 heures suivantes qu'on va prendre. On a encore un peu. Qui est tout simplement, tient toujours chez le tout petit bébé. On a montré, il y a eu des expériences extraordinaires, on a montré, en prenant les mamans qui touchaient leur bébé, et montré le lien au développement de la sensualité par la suite, on voit des mères qui les enveloppent, qui les touchent à la mesure de leur sensualité, et d'autres qui les prennent et qui les posent à la mesure de leurs difficultés. Et on a même fait un lien, ça a été fait avec les eczémas géants du nouveau-né, comme une sorte... dans l'équipe de Boris Cyrulnik, il y a eu un travail là-dessus, en montrant qu'en définitive, c'est presque un appel au toucher, de ces espèces d'eczéma. Et on va se rendre compte d'ailleurs que dans toutes les difficultés sexuelles et amoureuses que nous sommes amenés à voir, la voie essentielle, c'est revenir par le corps. Les gens que nous voyons, qui se sont éloignés, qui ne font plus l'amour depuis 8 jours, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et c'est le lot de tous les gens qui s'occupent de couple, de sexualité. Mais ils ne s'embrassent plus depuis longtemps, ils font plus l'amour, ils ne s'embrassent plus, mais ils ne se touchent plus. Juste une petite chose qui me semble très importante, la plupart du temps, je dirais, c'est une chose qui m'obsède actuellement, sur laquelle je travaille, c'est par familiarité, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec l'habitude, et surtout d'ailleurs, ça se voit beaucoup dans les milieux très traditionnels, où on est très proche des parents des 2 côtés et ainsi de suite, l'autre est devenu tellement familier. Mais par exemple, ma cousine, que j'aime beaucoup, on s'embrasse, je peux même sentir sa poitrine contre moi, mais je ne lui touche pas les fesses. C'est-à-dire que très vite, le conjoint va devenir au même rang que la cousine, c'est-à-dire qu'on a un rang de familiarité, mais on ne fait pas l'amour. Et on ne peut plus faire l'amour. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'érotisme corporel qui sera à retrouver ou quelquefois à trouver, parce qu'on a vu très souvent que beaucoup de couples qui sont en difficulté, ils n'ont pas tellement connu de sensualité corporelle, ils s'accouplaient et ils ne s'accouplent plus, mais en définitive c'est par la sensualité, par exemple le Sensate Focus de Master et Johnson est formidablement important, c'est tout simplement se focaliser sur les sensations, accepter que l'autre touche et soit touché, et qu'on va reprendre le contact par l'intermédiaire du corps. Tout à fait d'accord avec toi, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'on peut aimer sans désirer et désirer sans aimer? Alors, on est peut-être la suivante, vas-y. Là, on laisse tomber, c'était le... Voilà. Peut-être désirer sans aimer. Qu'est-ce que j'avais mis par rapport à cette question? Je reviens sur mon idée, le désir femme, le désir homme. Personnellement, je cherche, mais je ne l'ai pas trouvé. Un autre mot, et c'est pas désir-besoin, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai, ce que je vous disais tout à l'heure, les hommes ne savent pas ce qu'est le désir, ou plutôt, si une femme parle de désir et un homme en parle ensuite, c'est pas de la même chose dont ils parlent. Je schématise, j'exagère. Mais c'est assez vrai, je suis persuadé, pour une majorité d'hommes et de femmes, oui.
L'apprentissage, j'ai mis du désir chez la femme. Moi, personnellement, je l'ai appris par des femmes qui m'en ont parlé, qui l'ont raconté. Les femmes très épanouies qui ont appris ce que pouvait être le désir lorsqu'elles le ressentaient. Elles ont trouvé des moyens de le faire monter, de le faire apparaître, de jouir de cette montée du désir, de le vivre pleinement et de multiples façons et qui leur sont propres. Certaines disent de quelle façon, ça m'a demandé des années. Il y a eu des phases d'apprentissage, puisque j'ai mis diapositive précédente, c'était par rapport à l'auto-érotisme qui est très important. L'apprentissage se fait par rapport à l'érotisme parce que la personne ou le corps qui fait le moins peur, c'est d'abord le corps de soi-même, puis le corps de quelqu'un du même sexe. Il peut y avoir un homo-érotisme qui n'est pas de l'homosexualité, c'est pas la même chose, mais ça va être une progression pour arriver à construire ce désir. Moi, je crois que le désir, personnellement, alors en tant que femme, tu pourras peut-être en parler différemment, mais ce désir est très construit chez les femmes et consciemment construit chez les femmes épanouies, et souvent pas construit chez des femmes qui ont des difficultés, et nous allons les aider à progresser vers cette connaissance ou cette compréhension d'elles-mêmes, construction d'elles-mêmes. Mais par contre, l'apprentissage masculin au désir, je ne sais pas si beaucoup d'hommes ont fait ce parcours. Non. Parce que, je rappelle encore une fois cette idée très, très matérialiste et simpliste, et qui est que nous, hommes, très souvent nous bandons avant de désirer, et comme ça se trouve que tu es là et que c'est toi que j'aime, eh bien, il n'y a pas de problème. Je veux dire qu'on n'est pas dans la chaîne de ce qu'on appelle le désir chez les femmes, et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faudrait 2 mots. Bon, il y a quand même un impact culturel. Depuis des centaines d'années, le désir masculin, la capacité des hommes à pouvoir avoir, par exemple, plusieurs partenaires, a toujours été quand même beaucoup plus acceptée que pour les femmes. Donc je pense que la dimension de la culture et de l'évolution de la société aujourd'hui permet aux femmes d'avoir, et puis l'avènement de la contraception, enfin tout ça, toutes les évolutions sociétales permettent aussi aux femmes de vivre leur plaisir sans forcément aimer. Donc je pense qu'il faut... On peut désirer sans aimer. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait important, c'est cette période de soi-disant de révolution sexuelle dans les années 70. L'année dernière aux Assises, d'ailleurs, j'ai fait quelque chose comme ça, et j'y ai réfléchi après, parce qu'on m'avait demandé ça, et je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit, mais je regardais partout, mais il n'y a pas eu de révolution sexuelle dans les années 70. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais non, il n'y a pas eu de révolution sexuelle. Il y a eu une révolution de la sexualité des femmes et des homosexuels, mais les mecs, ils ont toujours fait tout ce qu'ils voulaient. Mais il n'y a pas eu de libération de la sexualité des mecs. Alors, bien sûr, je caricature en disant ça, parce qu'il y a eu une formidable évolution, est vrai. Mais, de toute façon, il y a eu, et il faut faire attention actuellement, avec un espèce de retour la domination masculine n'est pas du tout terminée. Il y a, regardez de quelle façon, de façon grave, la Pologne veut encore remettre une couche de plus dans l'interdiction de l'avortement. Mais avortement, contraception, c'est ce qui a permis aux femmes de se libérer des contraintes et pouvoir exister socialement, avoir une sexualité libre. Mais par contre, les hommes, très souvent maintenant, il y a quand même une percée de modèles machistes. Je vous rappelle simplement les poncifs de l'Antiquité, et je les résumerai dans quelque chose de très simple. Il y avait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, dans toute la Grèce et Rome. Les êtres supérieurs, la seule définition, c'était ceux qui pouvaient pénétrer. Et les êtres inférieurs, ceux qui ne pouvaient pas pénétrer. Alors, pouvaient pénétrer. Les êtres, qui ne pouvaient pas pénétrer, c'était les femmes, les homosexuels passifs, les homosexuels, les esclaves, les prostituées. Et puis les êtres supérieurs, c'était les hommes. Et attention, parce que très souvent, moi j'ai l'impression qu'on voit revenir des choses de cet ordre-là en ce moment. Mais on peut désirer sans aimer, tant mieux que les femmes puissent le faire autant que les hommes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y aurait aussi quelque chose à discuter, que c'est souvent peut-être plus simple pour les hommes,
parce que la sexualité mécanique les détache plus du sentiment, et c'est peut-être quelque chose de moins facile pour les femmes. Mais je dis, sous ta réserve, je ne suis pas une femme. Oui, moi je suis assez réservée par rapport à ça. Je sais, pense que c'est pas très genré. On a déjà parlé. Je crois que c'est plus culturel, et la morale condamne beaucoup plus facilement les femmes. L'image de la salope. Pas aujourd'hui, quand même. Moi, j'adore les femmes qui ont plein de partenaires. Je crois que l'image de la salope perdure. Oui. Et notamment chez les jeunes, d'ailleurs. Mais oui, mais justement, Joël, dans ces microclimats, et malheureusement il y en a pas mal, dans lesquels reviennent ces valeurs masculines dont je vous parle, dans lesquelles il y a l'être supérieur, c'est le mec qui, lui, peut faire ce qu'il veut. Ben oui. Mais ça amène simplement, dernier point sur cette chose-là, c'est que la solution à tout ce qu'on est en train de dire, c'est l'éducation à la sexualité. Il n'y en a absolument pas. L'éducation, on parlait par rapport au harcèlement, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà que les hommes comprennent ce que sont les femmes. Peut-être qu'il y aurait une éducation des différences, et ça c'est compliqué à évoquer. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait une information, une éducation, et dès le primaire, certainement. Nous allons en parler, Philippe. Le deuxième point. Vas-y. Alors, c'est la diapositive suivante. Alors, peut-on aimer sans désirer ? Alors, je mettais que c'était le pain quotidien des sexologues, mais c'est très vrai. Nous voyons, tous les couples que je suis amené à voir, toi-même, Joël, et une part des gens qui nous écoutent ici, je leur dis très souvent, et d'ailleurs, nous ne voyons plus, je dirais en dehors d'exceptions, en 1980, je consultais et je voyais des couples, 80, 85, dans les années 80. Ce qu'on nous adressait, parce que dans le courant de contrôle du courant de psychothérapie analytique dans lequel j'étais, on dit « t'as pas le droit de voir les couples », puisqu'à l'époque, c'était pas très accepté. Mais, donc, des confrères nous adressaient des couples avec des grosses pathologies. Il y avait des pervers, des grosses dépressions, des névroses intriquées. J'ai vu pas mal de couples aujourd'hui. Nous en voyons tous. Mais il n'y a pas de vraie psychopathologie. Il y en a un peu, on l'oriente, mais il y en a très peu. Tous les gens que nous voyons, c'est vous, c'est moi. C'est-à-dire que le couple est lui-même une situation pathogène, c'est-à-dire difficile à vivre, dans les conditions de liberté qu'on veut avoir. Et donc, le pain quotidien, parce que tous les gens que nous sommes amenés à voir, je vais leur resignaler, vous n'êtes pas de la psychopathologie, par contre vous avez un problème. Toujours le même, c'est que vous vous aimez. Tous les gens qu'on est amenés à voir s'aiment ou ils ont un lien d'attachement très important. Et c'est vrai, quand on fait la liste, il n'y a pas de doute que le couple existe, oui je suis amoureux, oui elle est amoureuse, et ainsi de suite. Donc ce lien existe, et ça vous montre d'abord que le sexe et l'amour, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute qu'on tient à l'autre, qu'on ne va pas se séparer, et pourtant on n'y arrive pas. Il y a des exigences très fortes. Aimer sans désirer, pourquoi je suis dans cette situation d'aimer sans désirer? C'est toi que j'aime, mais je te désire plus. Ou on se désire plus. Ben oui, parce qu'il s'est passé du temps. Il y a des conditions de vie qui sont différentes. Le premier empêchement à l'amour, c'est les enfants. Tiens, un couple tout à l'heure, je leur ai demandé, vous avez essayé toutes les solutions? Vous avez pensé à la DAS? Vous savez que quand on leur écrit une fois par an, ils continuent à vous appartenir. Non, je veux dire que la plupart des gens en couple ne trouvent pas de temps, leur couple n'existe plus. Et aimer sans désirer, eh bien c'est le lot, malheureusement, de la dénaturation du lien, on va essayer de la rétablir, mais des gens qu'on est amené à voir, parce que la sexualité, le désir au long cours, ça ne s'entretient pas facilement. Si dernier mot là-dessus sur l'entretien du désir au long cours, moi je pense que le désir, ça se fait toujours, l'amour désirant, se fait toujours un peu en transgression, mais se fait toujours à l'insu de quelqu'un. Quand on a 16, 18 ans et qu'on fait le mur et qu'on va s'aimer avec un petit copain, une petite copine, on le fait à l'insu des parents. Et on ne va pas leur dire, et personne ne le sait.
Dans le couple, lorsqu'il y a une relation extérieure, c'est à l'insu du conjoint. Et Dieu sait que c'est ça qui pose problème, parce que, putain, qu'est-ce que c'est excitant. Ok ? Mais les couples qu'on est amené à voir, ils le font à l'insu de personne, ils s'accouplent, ils ne font pas l'amour. À l'insu de personne. Même les enfants le savent quand c'est. Parce que la porte est ouverte et là, elle est fermée ce jour-là. Eh bien, moi, ce que je vais leur conseiller très souvent, c'est un des trucs, on en a tous. Je vais leur dire, vous allez vous débrouiller pour vous aimer à l'insu des enfants. Mais comment on ne peut pas ? Ben, je peux vous dire que c'est drôlement, vous allez vous débrouiller pour vous casser sans qu'ils le... Et vous leur dites surtout pas où. Alors, un week-end. Mais alors, à ce moment-là, vous ne dites pas un mot, qu'ils ne sauront pas. Ah ben si, parce qu'autrement, on raconte tout le week-end aux enfants. Oui, mais quand on fait à l'insu de personne, c'est triste, c'est pas intéressant. Ben moi, je leur propose un truc. Vous prenez un jour de RTT, mais vous allez le faire vous-même. Vous prenez un jour de RTT sur semaine. Le matin, vous les amenez à 8 heures. Ils sont à l'école. Vous vous cassez sur la côte, vous allez manger des fruits de mer à midi, vous prenez une chambre d'hôtel l'après-midi. Vous revenez les chercher à la sortie de l'école, vous leur direz jamais rien, ça vous appartient. Et là, le couple commence à exister parce qu'il y a un imaginaire qui se fait entre deux personnes et qui n'appartient qu'à eux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on est dans le couple, on n'a plus d'imaginaire commun. On a tout raconté, en plus on raconte tout. Quelquefois, les meilleurs amis, je leur dis même, n'en parlez pas à les meilleurs amis, c'est un truc entre vous deux. Vous allez devenir la maîtresse de votre mari à son insu. Et vous prenez pour maîtresse votre femme, mais vous ne lui dites pas. Alors il y a des philosophes, on en a parlé, il y a des poètes qui ont parlé d'amour, beaucoup. Il y a aussi des chanteurs. Il y en a un qui a dit « L'amour, 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 tout le monde en veut, tout le monde en manque. L'amour, 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 tout le monde en parle, l'amour nous hante. » C'est Louis Chédid qui a dit ça. Beau. Alors, pour terminer, on a encore quelques minutes, on devait parler des maladies d'amour. Oui. Tu nous en as nous en as parlé un peu déjà. Ouais. Mais voilà, et puis on terminera aussi par une question importante par rapport aux droits humains. La maladie d'amour, je l'ai mis au pluriel, les maladies d'amour. Et même, c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir et d'écrire. Tiens, tu m'as demandé, Thierry, tout à l'heure, quel est ton dernier livre. Mon dernier livre, à moins que tu saches la date de ma mort, et ça serait mon dernier livre, j'ai envie d'écrire un livre qui s'appelle « Je suis un médecin de l'amour ». Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pour dire, c'est pas moi, je personnifie notre action. Nous sommes très nombreux. Psychologues, philosophes, il y a des cafés philo qui réfléchissent à ça, et il y a même des philosophes qui consultent aujourd'hui. Conseillers conjugaux, médecins, psy, ainsi de suite, qui, en définitive, sont au chevet, je vous ai dit, du premier objet d'inquiétude. Est-ce que le lien que j'ai avec la personne importante pour ma vie va se poursuivre ? Il est fragilisé. On s'est séparés il y a 1 an, on est revenus ensemble. Est-ce que ça peut continuer ? Donc des médecins de l'amour, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et nous faisons un peu le même job, c'est-à-dire leur donner des outils pour qu'ils comprennent ce qui se passe, et on va les aider. Alors, j'avais pris ce terme de médecin de l'amour, de maladie de l'amour, parce que Jacques Ferrand, qui écrit ça au XVIIe siècle, son livre va être brûlé, il va devoir partir, il est d'Agen, de ma région, du sud-ouest de la France, il va devoir s'exiler. À chaque fois qu'on parlait d'amour, on était en souffrance. Mais il dit les souffrances sexuelles, et il dit déjà, il avait appelé ça la mélancolie érotique. Alors il parlait de la façon dont les gens tomber dans la dépression sur un chagrin, sur une désaffection amoureuse, mais il va décrire un certain nombre de choses que l'on vit. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a de la misère sexuelle, mais bien sûr, c'est un terme de Reich, mais c'est très important. Il y a vraiment de la misère sexuelle, et c'est pas par rapport à une sorte de performance, mais de la non-réalisation épanouie, du non-épanouissement sexuel. C'est compliqué parce qu'on a rajouté à l'amour-sentiment une sorte d'injonction
à se réaliser pleinement d'une façon qui serait sur des modèles exagérés. Et c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a une clinique de la sexologie comme cela. Et notre place, je crois, c'est d'abord, j'allais dire, de rétablir ou de ranimer l'humanité des gens. Parce que les problèmes sexuels sont des problèmes très identitaires. On voit comment un homme en trouble sexuel, par exemple, se sent plus un homme. Et de quelle façon, tiens, la restauration dans la relation d'une sexualité, elle va dire, je me sens à nouveau exister. Donc il y a quelque chose vraiment de l'existence personnelle, de la grande affaire des humains qu'on a appelé l'amour, mais sur les deux plans. Peut-être que tu veux dire quelque chose comme ça, ou qu'on parle de droits et devoirs. Je pense que ce serait bien maintenant que tu puisses effectivement faire le lien avec les droits humains. Alors ça, vous savez mieux en parler que moi. Facile, hein. C'est pas un lien facile, c'est vous qui le savez. J'avais mis, tiens d'ailleurs, dans une diapositive, je ne sais plus laquelle, mais je vais y réfléchir, que le droit d'aimer était un droit humain. Mais ça, je le crois fortement. Regardez comment ce droit d'aimer et d'aimer librement la personne de son choix, et même, tiens, on m'a beaucoup interrogé comme toi, Joël, mais je suis une sorte de spécialiste du couple. On a beaucoup de journalistes qui viennent m'interroger. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont interrogé sur la différence d'âge dans les couples. Ça, je ne savais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'interviews là-dessus. Et sur l'âge inversé, c'est marrant, parce que dans les années 50, il y avait, vous vous souvenez du dessinateur Dubout, et il y avait une expression qui était ce qu'on appelait les couples mal assortis. Et Dubout vous représentez un homme tout petit avec son chapeau, et puis une femme très grande, mégère, avec son rouleau à pâtisserie. C'est-à-dire qu'il était, dans la société traditionnelle, impensable que l'homme soit pas dominant, soit pas beau, ainsi de suite, et il y avait forcément plus grand, plus âgé, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, grâce à la dernière opération avec un personnage qui a... Mais je crois que c'est emblématique, c'est assez intéressant qu'il puisse y avoir quelqu'un à la tête d'un État qui soit dans une configuration complètement différente. Mais je trouve qu'on a le droit, dans un pays comme la France, d'aimer quelqu'un de son sexe ou de l'autre sexe, avec une différence d'âge ou non. Il y a 30 ou 40 ans, 20 ans de différence, c'était inacceptable. Donc de son sexe ou de l'autre sexe, avec une différence ou non d'âge, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est vrai que c'est une très grande liberté, et il n'y a pas beaucoup de pays au monde, car toutes les traditions, et notamment toutes les confessions, vont s'opposer à ça. Hein, le schéma, c'est toujours le schéma traditionnel, avec effectivement le schéma masculin dominant, mais pas la liberté non plus d'aimer. Regardez le nombre de mariages de filles jeunes qui continuent à se faire au monde entier. C'est-à-dire que le choix a été fait par quelqu'un d'autre. Moi, je crois que l'un des droits importants, c'est déjà le droit au choix d'un partenaire de vie. Il y a plus de la moitié de l'humanité dans lequel il n'y a pas ce droit. Hein ? Après, peut-être le terme droit et devoir du sexologue, ça rentre dans les droits humains, parce que c'est moi en parler que vous. C'est vrai que les sexologues, nous avons des devoirs. Moi, je crois qu'il y a un devoir d'éducation, il y a un devoir d'explication, et très souvent, d'ailleurs, on est très utile par la pédagogie, par la façon d'expliquer quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans un pays comme la France. On parle sans arrêt d'amour, mais il n'y a pas d'éducation sexuelle. On ne l'explique pas vraiment. Et je crois qu'on a quelque chose d'important comme mission d'expliquer, de permettre de comprendre et d'accompagner. Hein, et certainement que ça fait partie, parce qu'il y a beaucoup de détresse dans la relation humaine qui n'est pas accomplie. Et regardez le décalage. Les gens qui sont malheureux sont toujours en décalage entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils rêvent de vivre. Alors, on pourrait parler de l'illusion, mais ce ne sont pas que des illusions, et je crois que justement on peut aider à ce rapprochement par quelque chose d'éducatif. Alors, juste pour terminer, il me semble que effectivement, nous sommes, en tant que sexologues, on pourrait dire peut-être des porteurs de liberté pour nos patients.
en sachant qu'il y a une définition dans la santé sexuelle avec des valeurs que porte la santé sexuelle, qui sont le consentement, l'autonomie, la sécurité. Hein, la sécurité, c'est aussi important. La satisfaction, le respect, l'égalité, la réciprocité, tout ça sont les 7 valeurs de la santé sexuelle, et le désir peut traverser toutes ces valeurs. Hein, et l'amour aussi, d'ailleurs. Oui, et on voit comment... Ça pourrait être l'objet, d'ailleurs, d'une autre conférence, mais ça me semble important aussi de le dire. Et c'est très vrai, parce qu'on voit comment, par exemple, la définition de la santé sexuelle, qui a été faite par l'OMS sous l'instigation de Willy Pasini et de Georges Abraham, parce qu'ils étaient à Genève à ce moment-là, et c'est eux le fondateur, en gros, de la sexologie en Europe, mais comme ils étaient très près de l'OMS, 2 conférences, 72-74, où ils vont faire ces définitions, pas seuls. Si on reprend les définitions telles qu'elles étaient à l'époque, c'était très centré sur la libération de la fécondité, du poids très lourd, qui était le cas à l'époque. Hein. Il n'y avait pas la contraception qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas cette liberté pour les femmes d'exister, de ne pas être, je vais dire, tiens, j'utilise souvent le terme d'immobiliser. Les femmes étaient immobilisées par les grossesses, immobilisées par l'enfantement et le soin aux enfants. Eh bien, c'était très centré sur cela, sur la libération des maladies, ainsi de suite, et la définition moderne qui a été faite de la santé sexuelle, elle en parle beaucoup moins, puisque même la sexologie s'est développée lorsqu'on a résolu une grande part des problèmes de fécondité, c'est-à-dire ne pas avoir trop ou pas assez d'enfants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans la liberté de vivre pleinement sa sexualité et d'en jouir. Mais je crois qu'il faut vraiment ne pas oublier des fondamentaux qui s'oublient très facilement. C'est quand même la chose fondamentale pour moi, c'est la liberté d'avortement et la libre contraception. Après avoir écrit Sex Story, qui s'appelle maintenant Une histoire du sexe, qui m'a drôlement fait réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'humanité, je me suis aperçu, ce que je n'avais pas vu en l'écrivant, j'écrivais chapitre par chapitre dans l'ordre chronologique, qu'il y avait 2 périodes dans l'histoire de l'humanité où les femmes existent. Simplement 2 périodes. Où elles ont une place sociale. Les hommes, ils ont toujours eu une place sociale. C'est la période actuelle et l'Égypte ancienne. Ah, et je m'en suis rendu compte après. Et j'avais même écrit les ingrédients de ça. Dans l'Égypte ancienne, qu'une grande égyptologue a appelé l'égalitaire, eh bien, qu'est-ce que vous aviez? Des femmes qui étaient médecins, qui étaient, je ne vais pas dire psychologues, je ne sais pas s'il y en avait psychologues à l'époque, mais qui étaient architectes, qui avaient des fonctions sociales, il y avait même des reines, il y avait une position sociale de la femme, mais qu'est-ce qui liait ces 2 périodes? C'était qu'ils avaient inventé la contraception, il y avait des tampons contraceptifs, il y avait même des dispositifs intra-utérins comme des épines d'acacia qu'on mettait dans l'utérus et qui avaient une fonction de stériler. C'est-à-dire que la chose la plus importante qui fait qu'aujourd'hui, les femmes existent essentiellement en Occident, et tant mieux quand c'est un petit peu plus dans les sociétés traditionnelles, c'est la liberté d'avortement et de contraception, mais attention, elle est extrêmement menacée, et vous voyez comment, chaque mois, on apprend que des pays veulent revenir, des États aux États-Unis veulent revenir là-dessus. Trump l'a même évoqué, alors vous voyez. Merci Philippe. Je crois qu'on va peut-être passer la parole maintenant à la salle, avant que Thierry fasse sa conclusion. Pendant quelques minutes, vous avez la parole, à vous, si vous avez des questions ou des apports, simplement. Moi, j'aimerais poser une question à Philippe, qui faisait quand même partie aussi de ce qu'on peut peut-être attendre, qui est l'éducation aux émotions. Donc, j'ai entendu dès le plus jeune âge. Est-ce que là-dessus, tu aurais des recommandations, cette fois-ci très pragmatiques, parce qu'on a bien compris l'importance que ça a, dans le terme pour l'éducation à la fois informelle, familiale, et à la fois formelle, éducation dans le cadre de la scolarité. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas dit éducation aux émotions, parce que j'ai dit une éducation
à la sexualité dès le primaire, ça je trouverais ça important. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives qui ont été extrêmement critiquées et qui étaient, moi je trouve, importantes. Vous savez, lorsqu'il y avait des tentatives d'éducation à la sensualité, c'était en classe de 4e, des choses comme ça, là il y a tout de suite un tollé parental, c'était apprendre à se toucher, à ressentir des odeurs. Mais c'est très vrai que la relation à l'autre, la sexualité, ça ne passe que par la sensualité. Chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est par la sensualité que l'on va retrouver la relation à l'autre. Oui, ça serait très important, mais alors à ce moment-là, peut-être plus largement, il faudrait une volonté politique. C'est vrai qu'il y aurait une éducation au sens, gustative, olfactive, ainsi de suite. Quand on le fait très directement, là, les oppositions sont terribles. Hein, les parents sont les premiers opposants à ce qu'on s'occupe de choses comme ça. Oui, mais on peut très bien penser à l'éducation informelle et avoir une éducation à la parentalité dans ce domaine-là, ah oui. Qui n'est pas forcément dans le cadre institutionnel. Je l'avais entendu dans ce que tu dis. Ah oui, d'accord. Il faudrait une école des parents qui n'existe pas. Il faudrait apprendre à penser le couple avant même d'avoir commencé la sexualité. C'est-à-dire, dans ce que j'évoquais d'une éducation à la sexualité dès le primaire qui correspond à ce qui est dans les textes. C'est-à-dire que vous savez que l'éducation sexuelle a été amenée par les politiques uniquement chaque fois qu'il y a eu un choc sociologique. Lorsqu'il y a la loi Fontanet, c'est pour, comme on parle maintenant d'autorisation de l'avortement et de contraception, la loi Fontanet va être obligatoire et on met 2 heures d'éducation à la sexualité. En 90, je ne sais plus, on rajoute 2 heures parce qu'il y a l'épidémie du sida. Tout d'un coup, les politiques disent on rajoute 2 heures. De toute façon, elles n'étaient déjà pas faites. 1 heure sur le régime général, des heures du lycée, et 1 heure sur des heures complémentaires qu'on ne savait pas payer. Donc elles n'étaient pas faites. Ce que vous ne savez pas toujours, en 1998, c'est 4 heures d'éducation à la sexualité pour tout le secondaire, 4 heures, qui n'étaient en général pas faites, ont été annulées en Conseil d'État pour vice de forme sous la contrainte, enfin sous la plainte des associations familiales, essentiellement Famille de France, qui trouvaient très subversif 4 heures d'éducation à la sexualité pour tout le secondaire. En 2000, je crois que c'est 2003, la loi, Ségolène Royal l'a rétablie dans sa loi à l'éducation civique. C'est-à-dire qu'elle s'est débrouillée pour la faire passer dans quelque chose. On ne parlait pas de sexualité, c'est passé, on n'en a pas trop parlé. La loi est formidable. Il doit y avoir 3 séances annuelles depuis le primaire jusqu'en terminale. Les séances peuvent être de 2 minutes. Depuis le primaire, mais aucun personnel n'est formé pour cela. Pendant longtemps, quand j'habitais Bordeaux, ça fait 15 ans que je suis sur Paris, mais quand j'étais à Bordeaux, je faisais des formations dans les MAFPEN, c'est-à-dire des formations de l'éducation nationale pour l'éducation à la sexualité. Et j'avais à chaque fois, c'était formidable, à l'Académie de Poitiers, 25, 50 enseignants extraordinaires. Et c'était formidable, on faisait 2 jours, on réfléchissait et ça leur était d'un apport. 50 enseignants sur je ne sais combien de milliers de l'académie et tous les 2 ans. C'est-à-dire que les enseignants ne sont pas formés et c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, ça serait très bien que ça se fasse en primaire, mais en primaire on ne parlerait pas de zizine, il n'y a pas besoin de parler de ça, on parlerait de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que l'amour, comment on va se construire le couple, permettre de réfléchir. Certainement, si on parlait de ça très précocement, moi j'en suis certain, ça apaiserait les violences conjugales. C'est là qu'on serait sûrement de la prévention des violences conjugales à cette époque-là. Mais en termes d'éducation à la sexualité, c'est une éducation à la santé et au bien-être aussi, par rapport à l'éducation. C'est aussi poser des mots sur les émotions, éviter le jugement. C'est tout ça qui doit être travaillé à la base aussi, qui n'est pas travaillé. On travaille toujours sur la prévention des risques. Alcoolisme, tabac, il
IST, sida, grossesse non désirée, etc. Mais la base, poser des mots, apprendre à communiquer déjà, parce qu'au niveau du couple, c'est parler. Et ça, bon, Salomé le disait, on n'apprend pas à communiquer à l'école, mais ce serait déjà la base. S'il pouvait y avoir des séances pour apprendre à poser des mots sur ses émotions, à communiquer, à tolérer, ça serait déjà énorme en termes de violence, en termes de, je pense. En plus de l'approche du corps, des sens qui sont très très importants par rapport à l'obésité aussi, par rapport au goût, par rapport à l'odorat, au toucher, c'est énorme. Effectivement, je pense qu'il y a tout ça qui pourrait être mis en place plutôt que de toujours se focaliser sur les risques. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais pour quelle raison ça se passe comme ça aussi ? C'est-à-dire que parler de sensualité, de sexualité, ça ne se fait pas comme apprendre la géographie. Je crois que beaucoup de gens peuvent apprendre une matière, des faits qui sont peu investis effectivement. Ce que vous disiez, faire l'apprentissage ou parler des émotions. Regardez même, la majorité des hommes, on le voit dans les couples qu'on voit, ne savent pas parler de leurs émotions. Alors vous voyez, c'est quand même très difficile. Et comment je vais être médiateur de ça si je ne suis pas un minimum formé ? Oui, il y a absolument une absolue nécessité. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique, il faudrait qu'il y ait des formateurs, il faudrait qu'il y ait... Heureusement, il y a des plans, à la fois le planning et puis les planifs aident beaucoup à ça, mais la plupart du temps, c'est uniquement une éducation à la contraception et aux IST, c'est-à-dire quelque chose qui est à minima de la prévention. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, et puis même à la compréhension de ce qu'est la relation. Alors oui, moi j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de gymnastique qui nous apprenaient la danse, qui nous apprenaient notre tenue. On était devant... moi, dans ma famille, on a toujours dansé énormément. Je suis née en Afrique du Nord avec les voiles, etc. Savoir se mouvoir, apprécier d'avoir un corps, et donc... pour passer à l'apprentissage de la sensualité avec les odeurs de la chaleur. Donc évidemment, les parents, ils sont choqués par les mots. Donc, il faut employer des métaphores, je pense, et trouver, par exemple, par le biais des cours de sport, notamment, de recréer, au lieu de faire que du foot pour les filles, enfin, ou des trucs comme ça, des fois, quand mes enfants me le racontaient, essayer de refaire quelque chose où, justement, c'est l'apprentissage de sentir l'émotion, même sans se toucher des fois. On arrive à percevoir de quelque chose, parce que le lien entre l'esprit et le corps, on est en train de voir que c'est le mouvement. Mais le mouvement, vous envoyez un rayonnement et vous réchauffez l'autre. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye à Paris Descartes d'expliquer, c'est vraiment trouver quelque chose qui pourrait compenser la pudibonderie de certains ou des choses comme ça, parce que le mot, ce que j'ai aussi compris, c'est que l'autisme, c'est l'incapacité, enfin, quand on l'avait fait en sexologie à Cochin, c'est l'incapacité justement de voir l'autre, enfin, de savoir l'aborder, et ça passe justement par le mouvement des... Et vraiment, moi, je crois que c'est ça, la société qui se perd avec les écrans en plat. C'est une catastrophe pour les jeunes. Ben oui. Merci. Vous y avez répondu. Non, mais je crois très intéressant ce que tu évoques, c'est que le mot amour est extrêmement polysémique. Et il veut dire beaucoup de choses. Et je pense que si, autour de Marc, cette définition a évolué, c'est aussi pour... mettre des notions plus justes, parce que le mot, il peut être entendu très différemment suivant les gens. C'est désir, on vient de le voir, c'est attachement, c'est l'amour physique, l'amour sentiment. Mais je crois que le fait d'insister sur les émotions, c'est peut-être encore le lien que l'on faisait tout à l'heure avec le corps. C'est-à-dire que il y a certainement dans l'amour... ou du moins dans l'amour physique dont on parle, le maître mot, c'est encore sensualité. Je ne sais pas s'il est dans la définition dernière, parce que j'ai pas... Mais c'est un mot, moi, que je mettrais. Si on passerait... Il y a sensualité. Mais moi, c'est le maître mot, et j'essaie de le dire tous les jours, mais à partir de là, il faut l'expliquer. Qu'est-ce que la sensualité ? Mais sensualité, ça va être lié à érotisme. C'est quelque chose qui est de l'ordre de... peut-être de l'idée
de master, c'est-à-dire j'apprends à me focaliser sur les sensations et qui est très proche de quelque chose qui est actuel, qui est ce qu'on fait en mindfulness par exemple, c'est-à-dire prendre conscience du présent, prendre conscience de la présentification des sensations, et c'est exactement ça, c'est-à-dire je me ressens, je vais apprendre à me ressentir. C'est l'ouverture du champ de conscience. C'est l'ouverture du champ de conscience. Nous allons passer, merci Philippe, bien sûr, merci. Merci.